Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, un épisode un peu spécial aujourd'hui puisqu'il s'inscrit dans le cadre du Podcaston, un événement exceptionnel qui rassemble des créateurs de podcasts autour d'une belle cause, mettre en avant des associations qui font une différence. Moi, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Solveig Vinamon, cofondatrice de l'association WAPA International. Cette organisation remarquable lutte pour offrir une seconde chance à des enfants et des communautés profondément marquées par les conflits armés. Vous allez découvrir leur mission incroyable qui mêle résilience, reconstruction et espoir. Solveig va nous partager l'histoire de WAPA, ses réussites et les défis qu'elle et son équipe affrontent au quotidien pour offrir un avenir à ses enfants. Et surtout, nous verrons comment chacun d'entre nous peut, à son échelle, contribuer à cette cause et devenir un acteur du changement. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment vous pouvez soutenir WAPA et participer à cette magnifique aventure humaine. Un grand merci au podcaston qui me permet de mettre en avant cette cause et d'ajouter ma voix à ce bel élan de solidarité. Prête à plonger dans cette histoire incroyable, c'est parti. Bienvenue Solveig, je suis ravie de t'accueillir. Merci Sylvie, merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Alors, je propose qu'on passe d'abord par l'histoire pour que les personnes qui nous écoutent puissent un peu mieux connaître WAPA. Donc, est-ce que tu pourrais présenter WAPA International et sa mission? Tout à fait. WAPA International est une ONG belge qui existe depuis 2013 et qui lutte contre le recrutement des enfants dans les conflits armés. Notre mission est de donc soutenir effectivement le travail de prévention de nos partenaires locaux, mais aussi de soutenir leur libération et surtout leur réintégration durable au sein des communautés renforcées. Super. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à cofonder cette association au départ? C'est quoi l'histoire de la création? Où est venue l'idée? Alors, l'histoire de WAPA, c'est en fait remonte à il y a à pas mal de temps. J'ai fait mon mémoire sur les enfants soldats et j'ai traduit une partie de livres d'un auteur américain, Peter Warren Singer, qui a écrit Children at War. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup parlé. J'ai décidé de traduire une partie de ce livre. Et puis ce sujet a été mis un petit peu de côté pendant pas mal d'années jusqu'à ce que je relise un autre livre qui s'appelle La petite fille et la Kalachnikov et encore un autre livre d'un petit garçon sierra-léonais, Ismaël Béa, Un long chemin parcouru. Et je crois que ça a vraiment été le déclencheur en fait de mon indignation profonde et surtout de cette volonté de finalement mettre cette indignation en action en créant bon, à l'époque une petite ASBL bénévole. Mais voilà, je pense j'avais vraiment besoin de faire quelque chose, d'arrêter de me plaindre sur la condition des enfants soldats en particulier. Et puis c'est vrai que Véronique Kranenbroek, qui est l'autre cofondatrice de WAPA, avait cette sensibilité aussi. On a travaillé ensemble dans une autre ONG et on avait très envie de créer une ONG à visage humain avec des partenaires locaux qui étaient fort mis en avant. On n'avait pas envie de se substituer aux compétences locales. On voulait vraiment travailler sur le principe de subsidiarité. Donc voilà. Euh, c'est comme ça que Ok. WAPA. C'est impressionnant de savoir d'où c'est venu, d'un mémoire, hein, c'est ça. Mémoire Oui, et d'un puis les mémoire livres. et puis effectivement oui d'un livre. En fait, le premier livre a mené au mémoire et puis le Hmm. deuxième livre plusieurs années plus tard a vraiment mené en fait à la création de WAPA. Ouais, c'est super beau. Et d'ailleurs, comment et pour quelles raisons sont recrutés les enfants? Parce que j'imagine les personnes qui nous entendent, on n'est pas, même moi à la base, quand j'ai découvert votre association, j'étais pas encore sensibilisée par rapport à ce sujet. On n'en entend pas énormément parler. Et donc, je pense que pour ceux qui nous écoutent, ce serait intéressant de savoir ben, les raisons pour lesquelles, souvent, en tout cas, ces enfants sont recrutés.
Tout à fait. Je pense que historiquement, il faut savoir que en tout temps, à toute époque, les enfants ont été utilisés comme soldats. Donc, c'est pas un phénomène qui remonte à ce siècle-ci. Euh, je dirais que les raisons actuelles pour le recrutement, il y en a plusieurs, évidemment, c'est multifactoriel. Il faut déjà, je pense, dissocier d'une part le recrutement qui est forcé. Donc, ce sont des enfants qui sont enlevés sur le chemin de l'école en allant chercher du bois, de l'eau ou même chez eux, qui sont enlevés par des forces ou par des groupes armés. Et puis, il y a des enfants qui, et là on le met entre guillemets, qui rejoignent volontairement des groupes ou des forces armées par conviction idéologique, parce qu'ils veulent se venger, parce qu'ils veulent appartenir à un groupe, parce que les conditions socio-économiques dans lesquelles ils vivent sont trop intenses, trop traumatisantes. Donc il y a deux types de recrutement. Et donc, les raisons, évidemment, ben, diffèrent en fonction du type de recrutement. Maintenant, c'est vrai que dans le recrutement forcé, il y a bien souvent, et on a pu le voir très clairement au Sri Lanka pendant la guerre civile qui a eu lieu de 1983 à 2009. Dans la première vague de la guerre, il y avait beaucoup d'hommes, d'adultes qui combattaient. Mais ce qu'il y a, c'est que sur des conflits qui durent des décennies, il y a évidemment des pertes humaines qui sont considérables et des pertes au sein des forces armées. Et donc, on va commencer à recruter des enfants pour rempiler, en fait. Ok. Donc, ça, c'est une des raisons. Euh, alors, il y a plein de petites raisons. Ils sont petits, ils sont manipulables, ils ont l'air inoffensifs. Oui, ils sont malléables à souhait. Et donc, évidemment, ça constitue euh, une bonne force, en fait, pour les groupes et les forces armées. Et ces enfants ont quel âge en moyenne? Alors, ça dépend très fortement des pays dans lesquels les enfants sont recrutés. Il y a j'ai lu récemment qu'au Mozambique, on avait fait état d'un enfant qui avait 2 ans. Donc, c'est Hmm. extrêmement rare, mais c'est extrêmement minuscule. Euh, En Ouganda, les enfants qui étaient assez grands pour tenir une Kalachnikov pouvaient en fait déjà être soldats. Donc, mais je dirais que globalement, si on est sur un pays comme la RDC, les enfants qui sont dans les centres de réhabilitation qu'on soutient ont plus ou moins entre 10 et 11 ans pour les plus jeunes jusqu'à 18 du coup. Certains pays comme le Myanmar, on voit plutôt des enfants qui ont 13, 14 ans minimum, plus ou moins pareil pour la Colombie. Donc ça va vraiment Hmm. dépendre du contexte dans le pays en fait. Ok. Voilà. Et quand, quels sont en fait les besoins spécifiques de ces enfants soldats? Comment est-ce que vous pouvez les aider? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque enfant est unique, chaque vie d'enfant Hmm. aura été particulière. Je me souviens très bien en Ouganda avoir rencontré des enfants qui ont été obligés de tuer à coups de bûche des membres de leur famille Hmm. ou de leur communauté et qui sont restés pendant plusieurs années, par exemple dans le groupe de la LRA de Joseph Kony. D'autres enfants qu'on a rencontrés sont restés peut-être 6 mois dans ce même groupe, mais ont eu des passe-droits parce qu'ils connaissaient quelqu'un au niveau du commandement. Donc, la vie d'un enfant soldat va être très différente et sa réintégration va être très différente en fonction de ce qu'il a vécu, de l'âge qu'il avait et des traumatismes qu'il a subis. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que tous ces enfants doivent recevoir un programme, doivent avoir accès à un programme de réintégration. L'idée, évidemment, étant de pouvoir subvenir à leurs besoins spécifiques au niveau psychosocial, premièrement. Au niveau médical, certains sont blessés, reviennent du front blessés, il faut directement pouvoir, pour certains, les opérer. Il y a une reconstruction, évidemment, psychologique qui est vraie pour tout le monde, mais avec des degrés, évidemment, plutôt divers. Il y a aussi la réunification familiale. Souvent, ce sont des enfants qui n'ont plus vu leur famille depuis des années. C'est compliqué pour eux de retourner dans leur communauté. Il y a beaucoup d'amertume, même si les familles, bien souvent, sont évidemment très heureuses de revoir leurs enfants. C'est pas le cas de la communauté, donc il faut
Mm. travailler avec les communautés pour que les enfants puissent être vraiment réintégrés et accueillis de manière systématique. Et puis, il y a évidemment le projet de vie de l'enfant. Qu'est-ce que cet enfant va vouloir faire? Et c'est pas la question de qu'est-ce que on veut qu'il fasse. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que lui peut et veut faire. Et ça, je crois que c'est super important de se repositionner par rapport au projet de vie de l'enfant. C'est-à-dire que est-ce que c'est un enfant qui peut retourner sur les bancs de l'école? Est-ce qu'il a des capacités? Est-ce qu'il n'a pas été déscolarisé pendant trop longtemps? Est-ce qu'il préfère faire une formation socio-professionnelle ou avoir directement accès à une activité génératrice de revenus, par exemple? Euh, voilà, ça va être très dépendant très dépendant, je pense, de ce que le garçon ou la fille a envie et peut faire et comment entrevoir son futur. Mais ça, c'est ensemble qu'on doit déterminer ce projet de vie-là. Ok. En fait, ça donne déjà une bonne vue sur la complexité, en fait, de ce Tout que à ça fait. apporte. Et Tout à fait. Et je voulais juste rajouter, il y a évidemment aussi la question des filles oui. qui est tout à fait particulière parce que, en tout cas au Congo, c'est le cas, 100% de des ex-filles soldates sont toutes victimes de violences sexuelles. Donc elles Mm. reviennent bien souvent avec un bébé. Donc on a un Ah oui. centre de réhabilitation pour garçons et on a un centre de réhabilitation pour filles. Et dans ce centre de réhabilitation pour filles, il y a des tas de bébés en fait et de Wow. petits-enfants. Donc, donc, comme ce sont des enfants qui sont issus d'un viol, elles sont d'autant plus rejetées par les familles. Mais c'est le cas aussi en Colombie. On a des filles ou des couples qui se sont formés dans la jungle et les filles reviennent aussi parfois avec des enfants. Donc, on doit aussi adresser cette question-là de manière très spécifique. La question du genre est primordiale ici aussi. Du coup, j'imagine que les accompagnements d'enfants comme ça, c'est plusieurs mois, plusieurs années. Alors, ça va dépendre des pays et des financements, et c'est là que le bas Mhm. blesse. Au Congo, donc nous, on travaille dans l'est du Congo, sur la région enfin, dans le nord Kivu, sud Kivu et le sud du Maniema. Euh, les, les, a priori, le centre de réhabilitation, enfin, l'accueil dans le centre de réhabilitation va durer entre 3 et 6 mois. Ok. L'idée étant de pouvoir réunifier l'enfant le plus rapidement possible. Et quand c'est impossible, ce qui est parfois le cas parce que les zones de retour sont encore trop dangereuses, donc on va pas réintégrer un Mm. enfant dans une société qui est encore tout à fait insécurisée. On va voir s'il y a de la famille éventuellement, de la famille proche, des tantes, des oncles, des frères et sœurs qui éventuellement peuvent s'en occuper ou peuvent devenir une sorte de tuteur dans les villes. Et puis quand il n'y a personne, à ce moment-là, on peut les intégrer dans des centres pour jeunes autonomes. Ok. Donc voilà, ça c'est un petit peu les différentes possibilités. Wow. Rien que cette partie-là, déjà, je trouve ça impressionnant. La différence que vous faites dans leur vie, c'est juste incroyable. Et est-ce qu'il y a un moment précis, donc vous avez démarré petit à petit, ça a grandi, est-ce qu'il y a un moment précis où vous avez ressenti que votre travail faisait une réelle différence? Donc, c'est une bonne question. Je dirais qu'on a commencé, Véro et moi, bénévolement pendant 2 ans et demi et on a toujours eu l'envie de créer une structure forte et qui faisait sens. Donc je dirais que à chaque étape de la vie de WAPA, je trouve qu'on a quand même fait la différence, même si en termes de nombre, c'était beaucoup moins spectaculaire qu'aujourd'hui. Euh, mais je sais quand même que voilà, le soutien qu'on a apporté aux, aux différents partenaires locaux Mhm. a fait la différence. Il y a des années, on a construit des écoles pour les enfants des ex-enfants soldats, des maternités, Mhm. on a quand même fait plein de choses en 12 ans. Donc, je dirais que voilà, à chaque étape, on a dû faire la différence. Mais je dirais que c'est en termes de nombre, évidemment, que aujourd'hui, c'est plus impressionnant Oui. qu'à l'époque. Et est-ce qu'il y a un projet ou un accomplissement en particulier dont vous êtes le plus fier?
Je dirais qu'aujourd'hui, le fait d'être reconnu par la DGD, donc la Direction de la coopération au développement, le fait d'être reconnu en tant que tel, ça c'est évidemment une grande fierté parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on peut être, on a une place en fait et on a une vraie expertise sur la question des enfants soldats et aujourd'hui c'est quand même chez nous qu'on vient chercher cette expertise sur la question des enfants soldats. Donc oui, ça c'est une grande fierté. Ah, j'imagine, surtout quand on démarre de rien, on peut le dire à la Oui. base, et qu'on construit quelque chose comme ça sur 12 ans, je comprends. Alors, on va passer à la partie initiative pour tout simplement présenter qui est-ce que vous aidez. Donc, pour l'instant, là, est-ce que tu voudrais bien nous partager les projets actuels de WAPA et les objectifs que vous poursuivez? Alors, on est actuellement dans trois pays. Donc, on est en Colombie avec des projets d'art-thérapie, de sport-thérapie, principalement à Medellín et à Cali. On est en RDC, donc comme je le disais, dans l'est du Congo, avec le programme le plus holistique actuellement, c'est-à-dire qu'on a un partenaire qui va faire de la sensibilisation et du plaidoyer auprès des chefs des groupes armés pour libérer les enfants. On libère les enfants physiquement dans des minibus. On les accueille dans des centres de réhabilitation. On leur offre donc le logement, de la nourriture, les soins psychosociaux, des séances de détraumatisation, aussi de la sport-thérapie et de l'art-thérapie, de la réunification familiale et puis de la remise soit à l'école, soit en formation socio-professionnelle, soit en activité génératrice de revenus, avec un suivi à long terme pour être certain que d'ici 2, 3 ans, l'enfant soit toujours effectivement dans sa filiale ou en tout cas s'en sorte. Donc ça, c'est pour la RDC. Et alors, on est parti en mission exploratoire en novembre dernier sur la frontière Myanmar-Thaïlande. C'est malheureusement une crise humanitaire dont on parle très peu, le Myanmar, et pourtant c'est absolument effroyable ce qu'il s'y passe. Et là, on va en fait vraiment mettre en place un projet avec un partenaire, avec une femme absolument incroyable qui a dû fuir le Myanmar, qui est en Thaïlande et qui risque la peine de mort si elle retourne euh, au Myanmar et avec qui on va développer un projet vraiment de réintégration d'enfants soldats, donc d'enfants soldats qui sont recrutés par la junte militaire birmane euh, et aussi par d'autres groupes, parce qu'il y a un nombre incalculable de groupes armés au Myanmar, pour aussi créer ce qu'on appelle une safe house, donc c'est aussi un centre pour les enfants et voilà, qui permettrait à ces enfants de retrouver un endroit sécurisé, sécurisant et puis d'effectivement leur offrir un avenir. Super. Et est-ce que tu pourrais justement nous expliquer c'est quoi l'art-thérapie? Comment est-ce que vous l'utilisez pour les enfants, justement? Alors ça, c'est le projet le plus qui fonctionne. Enfin, c'est un projet qui fonctionne extrêmement bien. C'est vraiment la Colombie qui l'a développé en termes de. Enfin, euh, dans nos partenaires, c'est la Colombie qui a vraiment développé ce projet-là. En fait, l'idée, c'est que en Colombie, il y a déjà des centres de réhabilitation qui sont gérés par l'État, donc par l'Institut de bien-être familial colombien. Et dans ces centres, il y a des psychologues, c'est des centres qui sont fermés, les enfants n'ont pas le droit de sortir, ils y restent jusqu'à leur majorité, ils vont à l'école ou ils suivent des formations socio-professionnelles, donc ça c'est très bien, l'État répond quand même à ces besoins-là. Mais notre partenaire va du coup plus loin dans le fait de penser les blessures en fait, de ces enfants en organisant plusieurs fois par semaine des séances d'art-thérapie. Et donc, ça va passer par l'art visuel, le théâtre, par la danse. Ça va surtout passer par le tissage. Et donc, en fait, on a un art thérapeute et une psychologue de l'association qu'on soutient qui viennent donc toutes les deux dans les centres et qui vont créer un lien avec ces enfants. Et franchement, c'est absolument hallucinant parce que je me souviens la dernière fois y avoir été et je sais que en fait, certains enfants ne vont même pas se confier à la psychologue du centre. Notre partenaire a plus d'informations
que les psychologues du centre parce qu'elles passent du temps, il ou elle, parce que c'est des équipes mixtes, mais passent du temps avec les enfants. Et en fait, il y a certains enfants qui au départ disent, mais non, moi, ça m'intéresse pas en fait de venir tricoter, de venir coudre des cœurs. Mais en fait, oui, ils adorent. Et donc, je me souviens avoir rencontré vraiment un gars super massif qui expliquait il était responsable bazooka dans le groupe armé. Et en fait, il disait à quel point tisser et coudre des cœurs en fait lui faisait un bien fou. Et donc c'est vrai qu'on voit à quel point ces enfants arrivent à penser les blessures, à s'exprimer, à être beaucoup moins agressifs dans leur comportement. Donc oui, moi je trouve que c'est vraiment un projet fabuleux en fait, l'art-thérapie et la sport-thérapie aussi parce que on a un programme de découverte aquatique, comme ils appellent ça. Et en fait, c'est vraiment intéressant. Ça a l'air de nouveau un peu bête, mais c'est vrai que quand on prend le temps de discuter avec ces enfants, il y en a qui ont été torturés dans l'eau pendant plusieurs jours et qui sont complètement traumatisés. Ils sont plus capables de mettre un orteil dans l'eau. Il y a aussi la question, évidemment, il y a la question du genre, mais il y a aussi la question des origines ethniques. Et donc, en Colombie, par exemple, il y a, il y a des indigènes aussi, et il y a des descendances, par exemple, africaines. Eh bien, les filles, certaines de ces filles-là veulent absolument ressembler à des Colombiennes, et donc elles se lissent les cheveux, et en fait, la piscine va les obliger Oui. à faire face, à leurs cheveux bouclés. Et donc, c'est aussi une réappropriation du corps qui est très très importante. Et donc, on a aussi des groupes pour les filles spécifiquement pour qu'elles retrouvent justement aussi leur féminité. Il y a pas mal de femmes, c'est assez incroyable, de jeunes filles qui ont leur corps a changé parce qu'elles ont porté des cargaisons, elles ont porté des munitions, elles ont pendant des années dans la jungle et donc elles ont des épaules très larges, elles sont très musclées. Et voilà, leur corps a changé. Et c'est vrai que c'est aussi une manière de... Voilà, elles font leurs ongles, elles discutent, elles papotent, Non. elles prennent soin d'elles. Et donc, de nouveau, ça a l'air assez anecdotique, mais en fait, c'est assez essentiel, en fait. Donc, voilà, Oui, les plaisirs les plus simples en fait. Et exactement. je trouve ça génial parce qu'effectivement, quand on pense, voilà, ils sont suivis par des thérapies et des choses comme ça doit être super dur pour eux de s'ouvrir. Comme tu disais, certains n'en parlent Mhm. même pas, alors qu'une fois qu'ils sont dans l'art ou dans le sport, ben, ils peuvent, de ce que je comprends, ils peuvent vraiment penser leurs blessures Mhm. sans spécialement devoir aller les revivre et les faire Tout à sortir fait. par des mots. Tout à fait. Et c'est assez puissant, du coup, comme outil. Ah. Et quand on voit les dessins, c'est souvent très clair aussi. Donc, ouais. Hmm. Génial. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous choisissez les partenaires locaux avec lesquels vous collaborez? Alors évidemment, on choisit d'abord un pays Mhm. d'intervention. Donc ça doit être un pays dans lequel on recrute encore des enfants soldats. Ça, c'est la première condition. Ensuite, on doit quand même faire assez attention à la sécurité Mhm. malgré tout. Donc on va pas partout. Donc on doit trouver un pays qui nous permette quand même de travailler. Dans ce cas-ci, le Myanmar, c'était pas possible d'un point de vue sécuritaire. On aurait dû, enfin, il y a plus, ils ne délivrent plus de visa, donc on aurait dû aller Ok. clandestinement, ce qu'on ne va pas faire. On est aussi mère de famille, et voilà. Oui. Donc, on prend pas ce genre de risque, mais du coup, là, on a trouvé une parade, entre guillemets, en travaillant à partir de la Thaïlande. Ok. Donc, il y a la sécurité du pays en deuxième lieu. Et puis ensuite, on a vraiment des critères, on a une grille de critères. On va rencontrer plusieurs partenaires potentiels. On va rencontrer l'ensemble de leurs bénéficiaires en général. Et puis on rencontre aussi les membres du CA, les porteurs de projets. Et donc tout ça va donner en fait des points Mhm. et va nous permettre de décider. Dans le cas de ce projet au Myanmar, en fait, on n'a pas vraiment eu, enfin, on a rencontré plusieurs partenaires potentiels. Il y avait une barrière de la langue qui était déjà trop importante. Un des partenaires ne parlait pas l'anglais. Ah oui. Donc, ça, Ouais, ça c'est s'arrêtait déjà compliqué. là, en fait, Ouais. au niveau de la possibilité de le choisir ou non. Donc, voilà, il y a, ça, et puis, évidemment, il y a la partie très humaine aussi. On, on fonctionne évidemment, je vais pas dire au coup de cœur, mais effectivement, on sent aussi, Oui, on fait quand même confiance à notre petite voix intérieure. Et exact.
Et donc, quand on voit un partenaire, par exemple, très récemment ici au Myanmar, et ce qu'elle a déjà fait et la personne qu'elle est, voilà, on sait que c'est avec elle qu'on a envie d'avancer aussi dans ce genre de projet. Et c'est la chance que WAPA a, c'est qu'effectivement, on est une petite structure qui peut être agile et qui Hmm. peut prendre ce type de décision aussi, ce qui est bien. Ok. Et quels sont vos projets pour les 5 à 10 prochaines années? Alors, on a déjà bien, pour l'instant, on est un petit peu bousculé, mais on a déjà bien grandi. On est sept employés chez Ok. WAPA. Si on compte encore euh, trois stagiaires slash bénévoles, on est 10. Donc, c'est quand même déjà une bonne équipe. Là, on est sur un développement d'un troisième partenariat. Donc, on va d'abord l'implémenter et le suivre et le financer parce qu'à chaque fois qu'on doit, Hmm. évidemment, qu'on met en place un projet, il faut le financer. On n'a pas de financement, on n'a pas de financement public, par exemple, pour le Myanmar. Pour l'instant, pour la Colombie non plus. Donc, il n'y a Ok. que la RDC qui est cofinancée par la DGD. Donc voilà, je dirais stabiliser, voir un petit peu ce que le gouvernement et les coupes budgétaires prévoient Hmm. prochainement. En tout cas, je pense que le terme cette année pour WAPA, c'est la robustesse. Donc je Ok. pense qu'on va essayer de devenir le plus robuste possible, maintenir une équipe soudée qui fonctionne bien et surtout des projets voilà, qui continuent de bien fonctionner et qu'on parvient à financer. Top. Et au niveau de l'impact, quels sont les indicateurs que vous allez utiliser pour justement mesurer l'efficacité de vos programmes par rapport à la réintégration des enfants soldats? Comment vous faites le suivi en fait par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs indicateurs. Il y a un indicateur qui est plutôt qualitatif plutôt que quantitatif, évidemment. C'est de savoir comment vont les enfants une fois qu'ils sortent du centre. Ok. Et pour Donc ça, il y on a a un suivi. il y a des formulaires d'évaluation à l'entrée des enfants dans Ok. le centre de transit et puis effectivement des formulaires qui doivent être remplis à la sortie pour voir comment vont les enfants. Mais donc ça, c'est vraiment du qualitatif. Mhm. Après, en termes de nombre, en fait, comme notre partenaire est l'un des seuls, en tout cas au Congo, à avoir des centres de réhabilitation, tous les enfants passent par chez C'est lui, en pareil. fait. Donc, Ok. on est à plus ou moins 1000 enfants qui passent par le centre de réhabilitation à Bukavu, filles et garçons confondus. 1000 enfants Donc, par. par an. Waouh. Ouais, Impressionnant. ouais, c'est énorme, oui, oui. Et en plus, comme la MONUSCO a quitté le Sud Kivu, bah, il n'y a plus vraiment de mission de libération. Donc, je ne sais pas très bien comment on va. Et puis, avec tout le contexte actuel en Mm. RDC, je ne sais pas très bien comment ça va évoluer. Je ne sais pas encore très bien comment ça va évoluer. Donc, je dirais que c'est un petit peu en stand-by. Mais oui, l'idée, Oui. effectivement, de qualifier l'accueil des enfants et donc, effectivement, mener un suivi sur du long terme, oui, absolument. Et vous avez des nouvelles des enfants après qu'ils ont quitté le centre? Absolument. En Colombie, par exemple, c'est ce qu'on appelle des egresados. Ce sont tous les enfants qui sont comme diplômés, en fait, à la sortie de... J'adore. Oui. Et donc, c'est des enfants qui sont toujours en contact avec nous. D'ailleurs, l'année passée, on a fêté les 10 ans de WAPA. On a invité un jeune Colombien, Neder, Oh, à venir en Belgique. Et je crois que ça a absolument bouleversé sa vie dans le bon sens du oh terme. là là. Mais donc, oui, c'est des enfants qui restent vraiment très, très proches et en contact avec le partenaire et Mhm. qui le soutiennent aussi, même dans la voilà, ils peuvent raconter leurs histoires aussi aux jeunes, ils sont des exemples de Ah réussite aussi. oui, Donc oui, non, non. Donc c'est bien. on garde dans la mesure du possible évidemment toujours un contact avec eux. Et quand il y en a beaucoup trop, dans le cas du Congo où c'est beaucoup plus de nombres, de chiffres, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle les récopés. Ce sont des réseaux de protection de l'enfance qui, eux, sont toujours en contact avec les enfants et qui peuvent nous alerter si jamais il y a un enfant qui va plus faire sa formation, qui n'est plus au travail, qui a un risque Ok. de recrutement. Voilà, donc on garde contact avec ces réseaux-là pour suivre les ex-enfants soldats. Et est-ce que tu aurais par hasard des
je sais pas, quelques exemples concrets comme ça d'enfants ou des témoignages que vous avez pu soutenir Ben, et que vous avez pu voir peut-être sur le long terme? alors, je dirais que j'ai toujours un exemple, mais Oui. qui est un très bel exemple parce que c'est un jeune ex-enfant soldat qui avait été recruté, je pense, à l'âge de 9 ans. Et il est resté plusieurs années, je pense bien trois ans dans les forces et groupes armés. Et il a été libéré par le BVES, donc notre partenaire local en RDC. Et il a été placé dans un foyer de jeunes autonomes après avoir évidemment suivi euh, tout, euh, tout le parcours Mhm. classique du centre de transit et d'orientation. Et en fait, il a été boursier et en fait, il a fait des études de droit. Et en fait, il est devenu avocat. Donc, ça, évidemment, c'est une super belle histoire. C'est vrai qu'ils ont tous, je pense, quasiment sans exception, toujours la volonté de devenir quelqu'un une fonction qui va pouvoir mettre au service de la population. Donc, ils veulent tous, certainement pas tous, mais en tout cas ceux avec qui je discute, devenir professeur, devenir médecin, devenir Mm. infirmier, devenir avocat. Donc, ils ont vraiment des métiers qui sont du coup tournés vers les autres, vers un métier d'entraide plutôt. C'est Donc, un je très pense bel, qu'en fait, ce sont toutes oui, des des petits mini mécanismes. success stories, oui, tout à fait. Ouais, c'est beau parce que du coup, on se rend pas compte, bien sûr, vous le faites pour les enfants avant tout, mais eux, l'impact qu'ils auront après sur la vie de tellement Tout à fait. d'autres enfants, Tout à ça va fait. être que de plus en plus grand, en fait, l'impact Absolument. que vous aurez. Absolument. Oui, Et c'est assez fort, oui. le pays par lequel vous avez commencé, c'est la RDC? Non, c'est l'Ouganda en fait. En Ok. 2013, on a commencé par l'Ouganda et puis en 2017, on est parti au Sri Lanka. Mais c'était des projets qui étaient un peu plus larges en termes de soutien. Donc, il y avait effectivement en Ouganda, nos bénéficiaires étaient des ex-enfants soldats, leurs enfants, mais aussi des personnes qui étaient déplacées par les guerres, donc les IDPs, les Ok. déplacés internes. Il y avait des victimes du VIH-Sida aussi qui étaient concernées par notre soutien. Donc, en fait, on était un peu plus large au niveau de notre Mhm. mission, qu'on a resserré en 2018 avec un projet en Colombie et des enfants qui étaient toujours enfants au moment du soutien. Ok. Et si tu regardes sur les dernières années, comment est-ce que vous avez vu évoluer la situation des enfants soldats? Est-ce qu'on peut voir une progression ou est-ce qu'on peut ressentir quand même une progression ou il y a encore tellement de recrutement que c'est compliqué? Ben, malheureusement, je pense que les chiffres ne vont pas spécialement dans le bon sens. Alors, on parle toujours de 300 000 enfants soldats dans le monde. Ah Je oui, pense que c'est un chiffre que tout le monde utilise entre 250 et 300 000, mais qui n'est pas, qui est certainement très en deçà de la réalité. ok. Euh, Chaque année, l'ONU donc diffuse un rapport en fait sur la situation des enfants soldats. Euh, mais je sais d'expérience que ce ne sont que des cas vérifiés Ah et que, oui, en fait, on peut largement faire x10, par exemple, par rapport au nombre qui sont vérifiés. C'est normal, ok. c'est impossible de vérifier tous ces cas. Euh, la... Oui, l'autre problème, c'est qu'évidemment, les chefs de guerre savent ou savent, pas toujours malheureusement, mais pour la plupart, savent que c'est un crime de guerre contre l'humanité Mhm. de recruter les enfants de moins de 15 ans. Donc en fait, quand notre partenaire va sur place pour essayer de libérer ses enfants ou pour sensibiliser les groupes armés, ils mettent les plus petits, ils les mettent ils les cachent dans la forêt et ils disent non, non, mais on Ah, n'a pas d'enfants en fait. Donc personne ne sait réellement. ah oui. Et puis certains enfants sont enfants soldats la nuit et puis civils le jour. Parce que la définition de l'enfant soldat est en fait beaucoup plus large que l'enfant qui porte les armes. Donc un enfant soldat, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans, fille ou garçon, associée à une force ou à un groupe armé, quelle que soit sa fonction. Donc ça peut être Mm. effectivement combattant, ça peut être porteur, cuisinier, Oui. médecin, esclave sexuel, euh, espion, informateur.
kamikazes. Donc, Oui, c'est donc les fois extrêmement 10, je violent. comprends d'où ils viennent. Oui. Donc, Mhm. on sait pas du tout. Ce qui est certain, c'est qu'avec la multiplication des conflits, c'est un phénomène qui perdure. Donc oui, d'après moi, on n'en est pas. Oui. Oui. De toute façon, tant qu'il y aura des guerres, il y aura des enfants soldats. Mhm. Et d'ailleurs, si on passe sur les défis, quels sont les principaux défis que vous rencontrez pour l'instant dans votre mission? Ben, je dirais que la question du financement est Mm. une grosse question, puisqu'avec le nouveau gouvernement, on parle de coupes budgétaires de 25%. Donc, ça, c'est quand même notre premier problème, c'est qu'on s'est engagé avec notre partenaire jusqu'en 2027, Ok. non, 2026. Ben, si on n'a plus les financements, comment est-ce qu'on fait, en fait, Oui. tout Ah, simplement. Il y a la question de la sécurité qui est un enjeu, qui reste un enjeu majeur, et comment on fait dans un pays qui maintenant est complètement en guerre, dans lequel on peut plus rentrer. Euh, En fait, ils n'ont même plus accès, les banques n'ont plus de cash. Donc, on a beau avoir l'argent, ah oui, euh, en fait, on sait même pas l'envoyer pour l'instant en oui. RDC. Ok. Donc là, c'est une vraie question logistique, un vrai problème logistique qui se pose. Et puis, je pense il y a le plus gros enjeu, en tout cas d'un point de vue plaidoyer que je vois, c'est qu'en fait, les gens s'en foutent. C'est-à-dire que Hmm. la question des enfants soldats, ça n'intéresse personne. Euh, et comment faire prendre conscience aux politiques que qu'en fait c'est un drame, que c'est notre responsabilité collective de participer à cet effort-là, d'arrêter de financer les conflits. Il y a évidemment la question aussi de l'armement qui se pose, de la prolifération des armes légères aussi, qui est une vraie question. Voilà, est-ce qu'on finance d'un côté Oui. puis De l'autre qu'est-ce qu'on fait de côté. l'autre? Ouais. Euh, et c'est vrai que malheureusement, la coopération internationale elle est, elle est utilisée, voilà, je pense parfois à des fins Mhm. politiques ou économiques, et donc elle est un peu instrumentalisée quand même, hein. Mhm. Donc voilà, comment faire prendre conscience aux politiques de cet Oui. enjeu majeur voilà, que sont les enfants soldats. Ouais. Ça, je crois que c'est J'imagine aussi à un gros défi quel qu'on point c'est rencontre. compliqué. Ouais. Voilà, et donc on doit effectivement rivaliser dans C'est ça. d'inventivité, trouver des campagnes percutantes Oui. pour essayer de faire prendre conscience de ces enjeux-là. Et on a beaucoup de chance parce qu'on est très bien entouré et on a des super partenaires en Belgique qui nous soutiennent et qui essayent de se creuser les méninges pour faire parler de WAPA. Mais voilà, Mhm. il y a quand même pas mal de défis, en effet. Oui, j'imagine. Et comment est-ce que vous gérez ces défis liés au financement? Je pense par exemple à la campagne Charity. Moi, c'est comme ça que je vous avais découvert. Donc, si tu veux peut-être un petit peu en parler. Eh bien, là aussi, alors ce qui est bien, c'est qu'on a commencé avec rien. Oui. Donc, on a été un petit peu forcé, contraint d'être inventive. Et donc, on a effectivement assez rapidement mis l'accent sur les campagnes de crowdfunding. C'est comme ça qu'on a même financé notre toute première mission en Ouganda. Mhm. Et c'est vrai que Charity, c'est une super campagne qui permet à la fois aux entreprises de nous soutenir et à la fois aux particuliers de voir son don doubler. Donc, on est capable aujourd'hui de récolter 130 000 euros en 36 heures. Mais donc, voilà, de nouveau, on doit être assez compétitive, voilà, on doit essayer de toucher le cœur des gens, et en même temps, voilà, toutes les causes méritent d'être soutenues. Donc Oui. voilà, sauf que celle-là me tient évidemment particulièrement à cœur. Je la trouve épouvantable. Je suis maman de trois enfants et depuis que je suis devenue maman, je pense que c'est vraiment une question enfin, en tout cas, quand je vais sur place, Mm. je me dis voilà, c'est juste qu'on est né au bon endroit au bon moment, mais c'est Oui. pas le cas pour tous ces enfants qui sont recrutés et qui ont pas le choix. Donc pour moi, c'est vraiment la double peine en fait. L'enfant soldat, c'est la double peine. On lui a volé
son enfance, s'il n'est pas mort ou Mhm. blessé. Et puis ensuite, c'est cette difficulté extrême de se réintégrer dans une communauté qui ne l'accepte pas Oui. et qui n'est pas prête en fait encore à l'accepter. Donc là, il y a effectivement aussi un défi énorme de sensibilisation des communautés, des familles, des enfants. Euh, voilà. Et quand tu dis qu'ils ne les acceptent pas, même quand ce sont des enfants qui ont été pris, Mm. je veux dire contre leur volonté, ils ont du mal à les accepter. Euh, Ça vient d'où en fait? ça dépend vraiment des pays, mais c'est vrai que, il y a des pays dans lesquels à la fois l'armée gouvernementale recrutait et les groupes rebelles recrutaient. Et donc, si on avait des enfants dans un camp ou dans l'autre, on était potentiellement un problème pour une partie de la communauté. Ok, C'est peut-être moins le cas effectivement en Colombie parce que le gouvernement, l'armée colombienne ne recrute pas d'enfants. Mais ok, les enfants oui, ils sont vraiment extrêmement vulnérables. Et je sais qu'en Colombie, certains changent même de prénom, en fait. Tellement ok. c'est, c'est pas possible, en fait. C'est extrêmement compliqué. Ils ont énormément de mal de retourner dans leur village, dans leur communauté. Bien souvent, ils vont vivre en ville en Colombie. Ok. Euh, mais donc, ils sont très seuls. En tout cas, ils se sentent très seuls, même si l'organisation, évidemment, est là et qu'on veut faire un maximum. Voilà, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué Ah, pour eux. je peux imaginer. Mais surtout qu'ils ont été forcés à faire des choses qui n'étaient pas dans leur nature. Et je pense qu'il y a peut-être aussi, du coup, une culpabilité de leur part, même si ça leur a été imposé. Oui, et puis bon, même si on a été rejoindre un groupe par idéologie ou par, à un Mhm. moment donné, en se disant oui, oui, il y avait des raisons Mhm. idéologiques pour le faire, ça n'empêche que tout ce à quoi ils ont été confrontés, et puis l'imaginaire de l'enfant avant de Oui. rentrer dans un groupe armé, et Mhm. puis être dans ce groupe armé et vivre ce qu'ils ont à vivre, il y a encore un monde. Ouais, Et puis j'imagine. bon, il y a toute la propagande aussi des groupes armés qui, Oui. même s'ils n'ont pas explicitement, ou s'ils ne les ont pas tirés dans un camion, bon, ben, quand ils sont à la sortie de l'école en train de leur montrer des petits pamphlets sur ce que, Mhm. voilà, sur les intérêts ou les avantages d'être dans un groupe armé, on peut se poser la question de savoir à quel point c'était volontaire, évidemment. Évidemment. Et ce sont, en fin de compte, que des enfants, je veux dire, au niveau du développement de leur cerveau et de la compréhension du monde. Ouais. C'est, ouais, Oui, et ça, manipulable. c'est un vrai problème. Et c'est vrai que tu as raison, c'est un vrai problème en termes d'empathie parce que euh, certains sont tellement petits, en fait, Mhm. ils savent pas encore vraiment faire la différence entre le bien et le mal. Et donc, ils Oui. sont en construction dans un groupe armé qui les drogue, euh, donc, oui, oui, c'est effectivement, c'est pas mal de possibilités de bousiller un enfant, oui. Tellement triste. Et j'en ai des frissons, hein. Franchement, depuis le début, j'ai des frissons à toutes tes réponses. Et en même temps, quand on voit toute l'aide que vous apportez et qu'on s'imagine dans notre tête avec notre connaissance ce que ça peut faire pour un seul enfant, et se dire qu'il y a 1000 enfants qui passent rien que là dans le centre dont tu parlais par an, Mhm. c'est quand même magnifique le travail que vous arrivez à faire malgré tous ces défis, que ce soit l'argent, la politique, etc. Donc, Mhm. c'est vraiment beau. Et est-ce que au niveau politique et sécuritaire dans les pays d'intervention, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous affectent, qui fait que vous ne pouvez peut-être pas continuer ou est-ce qu'il y aurait quelque chose qui ferait ça, que vous ne Bah, pouvez pas? je, je dirais qu'une situation sécuritaire trop dangereuse nous empêcherait effectivement de nous rendre sur place. Oui, Comme je le disais pour la RDC, ben là, le fait qu'effectivement large, oui. ils sont en pleine guerre, donc on va vraiment devoir attendre de voir comment les choses évoluent avant de pouvoir retourner. Hmm. Un pays comme la Thaïlande, le Myanmar, il faut être, je pense, très prudent parce on ne dit pas les choses, donc Ah oui, faut être extrêmement prudent voilà, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. vous y Voilà. allez régulièrement sur place? Alors, pour le Congo, c'est 2 fois par an. Pour la Colombie, 1 fois par an. Et là, comme le projet au Myanmar, c'est un tout nouveau projet, on va aller Hmm. 2 fois par an
pour commencer. Et puis, voilà, on va voir un petit peu comment ça évolue. L'idée, c'est aussi de diminuer au maximum les frais, évidemment, de fonctionnement de la Oui. structure. Donc, voilà, il faut trouver un juste milieu entre rendre des comptes aux donateurs Ah oui, et aux instances et en même temps, euh, voilà, ne pas dépenser l'argent tout à fait. inutilement non plus. Donc, on essaie Mais d'être... j'imagine que ça doit leur faire plaisir quand même de vous voir aussi sur place. Oui, C'est un tout à contact fait. différent. Ça Oui, doit augmenter, je absolument. pense, leur motivation au quotidien de gérer toutes les difficultés qu'eux rencontrent. Oui, je pense que ça forme on forme une bonne équipe, voilà, C'est équipe sûr. locale sur place et puis nous ici, effectivement, oui, c'est pas mal. Mais on s'entraide mutuellement. C'est top, j'adore. Si quelqu'un qui écoute ce podcast voulait s'impliquer dès aujourd'hui, quelle serait la première chose que tu pourrais conseiller de faire? Alors, je dirais qu'il y a plein de manières de s'investir chez WAPA. On peut devenir bénévole, par exemple. On peut aussi participer à ce qu'on appelle la récolte de dons par les tiers. On a une très très jolie plateforme de peer-to-peer. Donc, c'est des personnes qui vont, par exemple, décider de relever un challenge sportif et demander à leur communauté, à leurs amis, à leur famille de sponsoriser ce défi. Ça peut aussi être une école, par exemple, qui décide de vendre des lasagnes au profit de notre école, de notre association, pardon. Ok. Euh, Ça peut être quelqu'un qui a envie de faire un dîner, qui a envie de éventuellement, oui, organiser un dîner où on pourrait venir expliquer qui est WAPA, quels sont nos projets et qui pourrait récolter des dons, par exemple, de cette manière. On va d'ailleurs organiser des espèces de petits déjeuners trimestriels chez WAPA qui vont expliquer aux différentes personnes qui seraient intéressées par notre ASBL de voir comment s'investir. On a par exemple la grande campagne Charity en fin d'année. Là, on recherche des ambassadeurs qui sont prêts à solliciter leur réseau pour collecter des dons. Donc voilà, évidemment, on peut suivre l'actualité de WAPA sur les réseaux sociaux, on peut s'inscrire à la newsletter, on peut voilà, parler de WAPA autour de soi. Si on connaît une entreprise qui cherche une cause à défendre, et voilà, on peut évidemment soumettre WAPA, nous en parler. On vient évidemment présenter avec grand plaisir l'association dans les entreprises. On recherche évidemment voilà, un réseau. Le réseau de WAPA, il est multiple en fait, et chaque personne a sa place dans ce réseau. Donc c'est une grande chaîne. Enfin, il y a pas de petit, il y a pas de petit soutien. Si on est une entreprise, on peut faire sa part en faisant un don. Si on est un particulier, on peut faire un ordre permanent de 5 euros par mois. Si on a un très bon réseau, on peut organiser un dîner. Voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire pour soutenir WAPA. Et justement, voilà, quand tu en parlais, c'est génial parce qu'il y a tellement de façons qu'on peut en fait aider. Et je sais que beaucoup de personnes se disent, oui, mais j'ai pas beaucoup de finances. Et tu viens de le dire, ça peut être 5 euros par mois parce que les 5 euros d'une Tout à fait. personne additionnés comme Tout ça, à toutes fait. ces personnes qui se disent, oui, mais 5 euros en fait, c'est rien. Mais si tout le Ça monde fait se la mettait à mettre différence. 5 euros, ce serait énorme en fait. Tout à fait, absolument. Et ça nous permet de planifier à plus long terme. Donc c'est vrai que ce soutien durable, il est très important pour les associations en général. Hmm. Mais voilà, et c'est vrai que je pense qu'on peut aussi soutenir WAPA, par exemple, si on connaît quelqu'un de connu ou d'un peu moins connu, mais qui serait prêt à devenir aussi la figure de WAPA vers les médias, vers l'extérieur. Ça serait aussi une manière de soutenir WAPA, Super. Et par aussi de exemple. partager votre compte Instagram. De toute façon, je mettrai tous les liens en dessous, mais d'en parler, je veux dire, même à côté du côté financier, on peut tout à fait aussi sensibiliser nous-mêmes, Tout à notre fait, entourage, parce qu'en fait, on ne sait jamais non plus à qui ça va parler et tout qui à fait. serait prêt à intervenir ou peut-être qu'ils connaissent d'autres personnes qui pourraient Tout aider, à en fait. fait. Et même via les écoles de nos enfants, Mhm. on peut envoyer un petit mail à la direction voilà, pour proposer éventuellement
d'avoir une séance de sensibilisation qui est faite par nos collègues, par l'équipe de WAPA, et puis effectivement de voir ce qu'on peut mettre en place. Je pense que c'est important aussi de sensibiliser les jeunes à cette Oui, problématique-là, parce qu'ils vont devoir la traiter de toute façon d'ici c'est ça. d'ici 10, 20 ou 30 ans, Mm. ce sera à eux de la traiter. Donc, Ah, mais c'est super, j'adore parce que je ne le voyais pas personnellement qu'on pouvait aider de tellement de façons différentes. En fait, je pense que là, tu nous as ouvert l'esprit sur, en fait, tout est bon. À partir du moment où on a le cœur de le faire, tout fera une différence et tout, si on met chacun sa petite pierre à l'édifice, ben, ça peut être magnifique, quoi. exactement. Et on a souvent dit que WAPA était un petit colibri et qu'on faisait Mm. notre part. Et c'est vrai, je pense que voilà, on fait pas des différences voilà, intersidérales, mais on fait quand même la différence. Et je pense que ça peut se décliner aussi pour chaque personne qui se dit, mais à quoi ça sert finalement? Mais en fait, tout sert. Chaque action elle Exact. sert. Super. Alors, c'est un sujet qui est quand même, on peut le dire, assez émotionnel, ce qu'on a pu partager aujourd'hui. Et est-ce que tu aurais une petite note d'espoir ou d'inspiration pour montrer qu'un changement positif est possible, même dans ces situations qui peuvent paraître très compliquées? Voilà, un petit message pour soutenir la cause, mais aussi inspirer les gens à agir dans leur propre vie. Mais c'est tout à fait vrai. Parfois, quand j'ai nos partenaires en ligne, on est un peu désespéré et on se demande vraiment comment le monde peut encore tourner, Mhm. tellement c'est dramatique. Et puis, en fait, je crois qu'à chaque fois, on voit les espoirs, on voit les enfants qui sont sauvés, on voit l'engagement des partenaires qui sont bien souvent prêts à mourir pour la cause. Et en fait, ça nous donne ouais, une puissance en fait énorme de continuer. On doit continuer, on n'a pas vraiment le choix. Donc je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, quoi. C'est qu'on essaye de se focaliser sur toutes les histoires finalement qui sont belles, qui sont porteuses. Et voilà, et de continuer. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce témoignage inspirant, pour la découverte de ce que vous faites et pour votre engagement auprès des enfants touchés par ces conflits. Je pense qu'on peut être tous touchés par cela. Encore plus, je crois, quand on est parent, parce que on sait, on le ressent, voilà. Et du coup, on peut aussi voir la chance, comme tu disais. Nous, on est né dans un endroit tellement favorisé par rapport à Mm. tous ces enfants. Nos enfants ont beaucoup de chance d'être ici. Donc voilà, je suis tellement heureuse de pouvoir partager ce que vous faites. Je voulais Merci à aussi toi. Merci. Je voulais aussi dire un grand merci au podcaston qui permet de mettre en lumière comme ça toutes ces belles initiatives. C'est vraiment une très très chouette opportunité. C'est la première fois que moi j'y participe, mais ils font ça toutes les années, donc je trouve ça vraiment top. Donc pour ceux qui nous ont écoutés, si cet épisode vous a touché, je vous invite à soutenir WAPA International et à découvrir les autres associations engagées en vous rendant sur le site du Podcaston. Je mettrai également les infos en bas, podcaston.org. Et voilà, n'oubliez pas, il n'y a pas de petites contributions. Chaque contribution compte. Si vous avez envie justement d'apporter votre pierre à l'édifice. N'hésitez pas également à directement contacter WAPA. Vous aurez les informations également avec cet épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Sylvie. Merci beaucoup, Solveig.